se secoue. Il est temps de réchauffer à feu doux le repas qui attend sur la cuisinière. Lise rentre la première, suivie de peu par Daphné. Leur mère met le couvert le temps que les jeunes filles se débarrassent et déposent leurs affaires dans leurs chambres respectives. La cadette vient proposer son aide tout en racontant, plutôt bougonne, les faits marquants de sa journée. Elle est loin d'avoir vidé son sac, mais dès que la petite famille est réunie à table, l'aînée, à peine assise, entame d'emblée la conversation. Elle a débuté des études de médecine quelques jours plus tôt. Elle interroge sa maman. « Tu te souviens le nombre de fois que les profs de Dashbeek nous entraînaient à établir des liens entre les différentes matières ?»« Oui, en effet. »« Eh bien, je suis super contente. Figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. »« Trop forte !» chantonne-t-elle en improvisant une petite danse de victoire qui a le don d'irriter sa sœur déjà morose. Elle poursuit imperturbable. Au cours de physique, le prof parlait de la diffusion. Automatiquement, j'ai fait le lien avec mon cours de chimie. La diffusion, c'est quand deux gaz se mélangent. Elle utilise des gestes pour s'assurer que les ignares qui lui servent d'auditoire suivent bien la leçon. Et l'effusion, c'est quand un gaz s'échappe par un trou. Elle ponctue sa phrase d'un geste explicite pour souligner le sérieux de son analyse et apprécie donc moyennement quand sa sœur s'en mêle, se croyant obligée de préciser sur un ton doctoral, c'est ce qu'on appelle couramment un paix. Lynn éclate de rire, tandis que Lise est pliée en deux sur sa chaise. Daphné, elle, est vexée. Elle se sent incomprise dans le sérieux qu'elle apporte à ses études. Pour la détendre et abréger la conversation qui est en train de tourner au vinaigre, la mère s'adresse à son aîné. « En fait, c'est mon deuxième fou rire de la journée. J'ai eu ta marraine au téléphone. Ils sont rentrés de leurs vacances à Lanzarote. Tout était parfait visiblement. L'appartement, la météo, les paysages. La seule chose qu'elle ait déplorée, c'est que personne dans l'agence de location ne parlait autre chose que l'espagnol. Or, l'adresse était difficile à trouver. Elle a téléphoné de l'aéroport où elle avait loué une voiture pour les vacances. Elle a commencé par demander « Do you speak English ?» La réponse était claire « Non, solo espagnol ». Hélène, ne connaissant pas l'espagnol et ayant horreur de cette langue, a joint ses connaissances de l'italien à un brin de jugeote. Elle a commencé par énoncer son prénom et son nom, puis elle a ajouté « Aeroporto, macchina, vroom vroom, arrivo ». Je me suis dit encore heureux qu'elle ait pensé à ajouter des onomatopées. C'est censé être drôle, s'enquiert la cadette en se tournant vers sa sœur pour vérifier si elle est d'accord avec elle. Je sais, un rien l'amuse, hein, ta mère, conclut Lynn en se levant. Le soir, au coucher, Lynn convoque spontanément son singe. En préparant la salade tout à l'heure, je repensais à l'émission que j'avais regardée au sujet des choix alimentaires que chacun de nous peut faire pour agir individuellement et apporter sa petite goutte de colibri au sauvetage de la planète en réduisant sa consommation de viande, par exemple. Autant j'avais immédiatement adhéré à l'idée de devenir végétalienne après avoir vu les images de tout ce que les humains font subir aux animaux qu'ils consomment. Une horreur, inhumain. Autant quelques doutes m'ont assailli au moment d'ajouter de l'huile d'olive à ma vinaigrette. Ah oui, pourquoi ? Parce que j'ai le souvenir de lire depuis des années des articles vantant les bienfaits des régimes méditerranéens à base d'huile d'olive. Tu sais, toutes ces statistiques sur les maladies cardiovasculaires. J'en avais conclu que l'huile d'olive est bonne pour la santé. Et j'imagine que ces articles étaient fondés sur des études scientifiques quand même. Et là, j'apprends dans cette émission que toutes les huiles sont mauvaises pour la santé. The fat you eat is the fat you wear.
whether it comes from a plant or an animal. Que l'on pourrait traduire par la graisse que tu manges et la graisse que tu portes, qu'elle vienne d'une plante ou d'un animal. Le juste milieu, ça te dit quelque chose? Oui, d'accord, mais tant qu'on ignore les risques d'un comportement, il est normal de le perpétuer. À partir du moment où on t'apporte la connaissance, tu vas vouloir changer, ou au moins essayer de changer. Je veux bien croire tous les scientifiques, ou d'autres même, au fond, pourquoi seulement les scientifiques? C'est vrai, certaines personnes peuvent simplement en avoir fait l'expérience, mais qui croire? Toi, bien évidemment. Tu en as de bonnes, je viens de te dire que je ne sais pas. Mutisme imperturbé de l'hominidé. Lynn poursuit. J'en ai parlé à Jean l'autre jour. J'étais sidéré d'apprendre que sa femme et lui étaient aussi devenus végétariens, et il était resté pendant 2-3 ans, mais qu'ils avaient ensuite changé radicalement de direction lorsque le médecin a dit à mon frère que ses douleurs au dos étaient en partie liées aux sérieuses carences en protéines que la prise de sang avait mises au jour. Du coup, me revoici dans la réflexion et le doute. Peut-être n'est-il pas indispensable de devenir végétalien. Le lait, par exemple, je n'ai vraiment eu aucun mal à m'en passer, même dans les recettes de cuisine traditionnelle. J'ai aisément cru le nombre croissant de gens qui disent que le lait est un aliment sain, mais pour les veaux, que c'est un aliment conçu pour la croissance. Nous sommes la seule espèce qui boit le lait d'autres espèces, et aussi la seule qui boit du lait même après sevrage, à l'âge adulte. Il paraît que le lait est associé à une hausse du risque de cancer de la prostate. Bon, de ce côté-là, pas de risque de t'entendre me dire « Allô Thierry ?» Bon, je m'égare. Bref, je voulais juste dire que je ne suis pas certaine de pouvoir devenir totalement végétalienne ou totalement végétarienne, mais en tout cas, j'estime que nous devrions exiger de trouver un moyen humain de tuer des animaux pour les manger, et certainement pas sans un étourdissement efficace. Quand je repense à l'article de Paris Match, dans les coulisses de l'horreur, c'est bien simple, j'ai préféré faire l'aveugle-œil. La quoi? L'aveugle-œil, rit-elle. D'habitude, on fait la sourde oreille, mais il s'agit de voir en l'occurrence, non? Oh, toi et ton cerveau tordu, dit le primate. Tu sais bien que j'aime changer l'ordre des mots pour rigoler. Et là, comme ça me tord le cœur de savoir ce que l'on fait à ces pauvres bêtes, je préfère revenir à quelque chose de plus léger. Je comprends que ça ne te fasse pas rire. Nous avons déjà trouvé, dit l'hominidé. Nous, en tant que tout, savons déjà. Beaucoup, et je veux dire par là vraiment beaucoup de gens se mobilisent pour la cause animale. Et c'est reparti, dit Lynn. Yin et yang, bien et mal, positif et négatif, tout existe déjà et tout reste encore à faire. Il suffit de regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Oh, ce que tu m'énerves quand tu prêches. Lynn est clouée au lit par des douleurs musculaires. Elle prend sa tablette et choisit un documentaire sur Netflix. Comme d'habitude, elle ouvre grand les yeux lorsqu'il s'agit de démontrer l'intelligence inouïe des animaux. La voix off explique une expérience menée par des scientifiques écossais. La chercheuse commence par montrer à des enfants la procédure à suivre pour obtenir une friandise cachée au fond d'une boîte opaque. À leur tour, les enfants vont reproduire chaque geste. Tapoter 3 fois sur le haut de la boîte à l'aide d'un bâtonnet tenu horizontalement genre Harry Potter, faire coulisser les 2 tubes placés horizontalement sur le haut de la boîte, tapoter au centre de la boîte, verticalement cette fois,
puis ouvrir un petit tiroir aménagé dans la partie inférieure de la boîte, sur sa face avant, pour accéder à la récompense. La chercheuse va ensuite proposer la même expérience à des chimpanzés qui, comme tous les enfants, copient l'ensemble de la procédure qu'ils ont observée pour obtenir la friandise. L'exercice est ensuite répété à l'aide d'une boîte strictement identique à la précédente, mais dont toutes les parois sont transparentes, laissant apparaître un niveau intermédiaire qui divise la boîte en deux parties. Puisque la boîte est transparente, on peut voir que toute action entreprise sur le haut n'a aucune influence sur l'ouverture du tiroir inférieur. Devant cette nouvelle boîte, les chimpanzés sont allés droit au but. Ils ont évité les gestes inutiles pour directement ouvrir le tiroir. La réaction des enfants va surprendre les scientifiques. Les jeunes humains vont continuer à reproduire toutes les actions, même celles qui ne servent à rien. Et un homme interviewé d'expliquer que les humains ont une façon bien à eux d'apprendre, que les autres espèces ne possèdent pas. Nous étudions les orang-outans depuis de nombreuses années, dit-il. Les petits passent 7, 8, voire 9 ans avec leur maman dans le but d'apprendre les nombreuses tâches qu'elle effectue. Pour eux, la vie s'articule autour de l'apprentissage par l'observation. Les petits orang-outans apprennent toutes les actions qui leur seront utiles en copiant les adultes. Ce comportement est donc capital. Mais si l'on observe comment les adultes se comportent, on se rend compte qu'ils font ce qu'ils ont à faire, que les petits tirent profit de ce qu'ils voient. En fait, les adultes ne font rien du genre « Hé petit, viens par ici, je vais te montrer quelque chose », alors que les humains font ça tout le temps. Il y a donc cette grosse différence entre les grands singes et les humains. Les grands singes sont plutôt bons dans l'apprentissage par l'observation, on le sait, mais il n'y a pas d'enseignement. La volonté d'enseigner serait donc l'une des clés pour comprendre l'incroyable évolution de l'humain. Lorsqu'il y a enseignement, il y a forcément imitation. Et un autre intervenant de se demander pourquoi les grands singes, qui sont très doués, qui ont des cerveaux quand même conséquents, se sont arrêtés. Ils ont des comportements sociaux extrêmement sophistiqués, ils ont des comportements technologiques aussi, ils cassent des noix, ce genre de choses. Pourquoi n'ont-ils pas une culture plus sophistiquée qu'ils n'ont ? S'interroge-t-il. Ils ont une culture, dit-il, des choses qu'ils ont transmises de génération en génération, mais c'est au fond très très simple. Peut-être est-ce parce que la stratégie du chimpanzé est de chaque fois réinventer la roue en tant qu'individu, de retrouver. Tandis que chez l'humain, la stratégie privilégiée, c'est de faire comme l'autre exactement, conclut-il. Lynn est profondément irritée par ce qu'elle entend. Et si les grands singes communiquaient par des voix que les humains sont incapables de comprendre, se dit-elle. Et si chaque adulte avait confiance en la capacité du jeune à savoir spontanément et intuitivement ce dont il a besoin, outre la façon de se nourrir. Elle repense à tout ce qu'elle a retenu des différents reportages sur les animaux qu'elle adore regarder. Elle sait que les hyènes attaquent en équipe et que cette technique demande un niveau élevé de coopération sociale, une spécificité des mammifères. Et que les petits suricates se débrouillent pour persuader un adulte de leur apprendre les ficelles. Ce n'est pas nécessairement un parent, juste un bénévole enthousiaste, disposé à adapter son cours aux capacités de son élève. Comme l'élève est débutant, le suricate adulte commence par exemple par une tâche facile, déterrer des larves dans le sol. Lynn se souvient aussi que la survie des éléphants dépend de leur capacité à appliquer les trucs acquis au cours de plusieurs générations. Pourquoi persister à croire que l'être humain est le plus évolué ? Offusquée, Lynn éteint sa tablette et entreprend de méditer.
Elle s'assied en lotus, allume la bougie et s'imagine appeler Mento. Les paroles du reportage résonnent dans son esprit. La maman chimpanzé ou orang-outan ne dit pas « Hé petit, viens par ici, je vais te montrer quelque chose » qu'il disait. J'aurais bien eu envie de lui répondre « Ah bon, comment tu le sais ?» Tu vois, Mento, je repense à la petite grenouille d'un reportage de la BBC Earth. Le commentateur expliquait, passionné, que cette petite grenouille, le Dendrobat pumilio, pas plus grande que l'ongle du pouce, transporte cet état l'un après l'autre vers un arbre particulier qui comporte une broméliacée. Cette plante épiphyte abrite de l'eau de pluie dans le creux des feuilles, une petite mare parfaite pour un jeune tétard. Et le scientifique de s'enthousiasmer, la grenouille encourage l'un de ces tétards à grimper sur son dos, puis le transporte vers une plante. Là, la mère fait glisser son rejeton, puis elle redescend de l'arbre pour aller chercher le tétard suivant et dépose ainsi successivement ses 5 autres petits, chacun dans une nouvelle broméliacée. Le reporter s'émerveille de l'exploit de la mère qu'il compare à l'ascension de l'Empire State Building, qu'une mère humaine escaladerait son nouveau-né sur le dos. Le documentaire montrait toutes les étapes de ce marathon improbable. On voit bien la petite grenouille rester immobile quelques secondes à la verticale et paf le tétard dans l'eau. Moi, dit Lina Mento, ce que je trouve ahurissant, parce que, ok, l'instinct maternel de ce petit animal la pousse à accomplir un exploit physique incroyable, c'est vrai. Mais ce que je trouve ahurissant, ce qui m'intéresserait vraiment de comprendre, c'est comment le tétard comprend qu'il doit grimper sur le dos de sa mère. Comment sait-il à quel moment lâcher prise, puisqu'il reste agrippé au dos pendant tout le trajet, même lorsque sa maman se dresse à la verticale pour son impressionnante escalade. On pourrait croire que la grenouille lui fait lâcher prise en se secouant le cocotier, par exemple, mais pas du tout. Elle reste immobile et quelques secondes après, paf le tétard. Je me souviens avoir regardé la scène 2, 3, 4 fois. J'écoutais la voix off expliquer que la grenouille encourage son tétard à grimper sur son dos. Je me dis, mais attends, comment ça, elle encourage? Allez mon petit gars, prends ton cabas et ton manteau, on y va, grimpe sur mon dos. Pour ce qui est de l'accrochage du mouflet pendant toute l'épopée, je peux encore imaginer que le dos de la grenouille soit visqueux ou recouvert d'une substance collante. En poussant un peu, je peux aussi imaginer qu'à l'arrivée, la mère contrôle le mécanisme d'adhérence et paf le tétard dans l'eau. Mais la grimpette du nouveau-né sur le dos, là, faut qu'on m'explique. L'instinct? Il n'avait vraiment pas tort, Einstein, quand il disait « Il n'existe que 2 façons de vivre votre vie, l'une comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. » Peut-être devrions-nous d'urgence... Tu ne te demanderais pas pourquoi ça vire à l'obsession, dit Mento, qui n'avait pas voulu interrompre le discours passionné de Lynn jusque-là. De quoi? Ta citation d'Einstein sur le miracle. Ouais, je ne sais pas pourquoi cette phrase me revient régulièrement en tête. Je ferais peut-être bien de chercher l'étymologie de ce mot. Elle se lève, s'installe à son bureau et lance la recherche sur l'un de ses sites préférés, le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Oh my God, lâche-t-elle tout en songeant que les francophones feraient bien d'être circonspects dans l'utilisation de cette exclamation. A-t-on vraiment besoin de savoir comment ils résolvent leur pétulance libidinale? Du latin miraculum, prodige, lit-elle. Il formait autrefois un doublet avec la forme populaire miraille, qui avait en outre le sens de miroir. Miraculum vient de mirus, étonnant, merveilleux, et oculus, œil, ce qui est merveilleux à l'œil. Qui avait en outre le sens de miroir, relit-elle, se remémorant aussitôt
l'épisode de la bougie que son énergumène de singe lui avait fait observer dans un miroir. « Tu sais ce qu'il te dit, l'énergumène » rétorque l'intéressé. « Je te signale que je t'entends. »« Recherche l'étymologie de ce mot-là tant que t'y es, » poursuit-il jovial. Du latin energumenus, possédé du démon, lui-même issu du grec ancien energoumenos, dérivé du verbe energeo, influencer. Bon, démon, ok, pas vraiment, mais l'influence... Dire que pendant tout ce temps, je m'interrogeais sur ce prétendu message « Oui, je te donnerai un miracle ». Il voulait tout simplement dire « Ouvre les yeux, vois ce qui est merveilleux à l'œil, ou pas ». Le miracle, simple miroir d'une réalité. Oh, mais attends, ça ne résout pas la question de la vie après la mort. Moue patiente de l'hominidé qui laisse Lynn poursuivre son monologue. Qu'est-ce que je disais avec tout ça? Dire que j'ai cru que la méditation allait calmer le flot des pensées. Ah oui, peut-être devrions-nous d'urgence essayer d'entendre ce que disent les animaux. Beaucoup de chercheurs ont certes analysé la communication de diverses espèces, mais comment est-ce possible qu'on n'essaye pas de prendre exemple sur les animaux au lieu de les considérer comme inférieurs? Ça, je ne suis pas d'accord, dit soudain Mento, sortant de son mutisme bienveillant. Beaucoup d'études existent déjà sur les formidables capacités des animaux. Oui, c'est juste. En même temps, j'ai été raillée par mes frères et sœurs parce que j'avais appris les rudiments du mouton. Je parlais mouton. Enfin, c'est vite dit. Disons que je n'étais pas mauvaise en compréhension à l'audition. L'oral, je ne me suis jamais lancée. Les difficultés de prononciation, peut-être? Je rigole, mais je t'assure que j'ai sauvé un agneau une nuit. On était en février. Les températures avaient dégringolé de manière vertigineuse. Les bêlements de Brunette m'ont réveillée. Des 4 brebis, je savais quelle mère appelait, et je savais qu'elle appelait au secours. Étant habituée à les nourrir jour après jour, je reconnaissais la voix de chacune d'elles. Le chevrotement des gorges desséchées, quand elles n'avaient plus d'eau à boire, n'avait rien à voir avec le bêlement annonçant un ventre vide, et encore moins à voir avec le trémolo de joie lorsqu'elle m'avait reconnue depuis le fond de la prairie et se précipitait vers moi ventre à terre, s'époumonnant à tue-tête. Et là, c'était de la détresse. J'en étais certaine, même si c'était la première fois que j'entendais ces sons-là. Je me suis précipitée au chevet de mon père, que j'ai réveillé pour l'informer que Brunette avait un problème. « Mais non, m'a-t-il dit la voix pâteuse, ce n'est rien, va te recoucher. »« Je t'assure, papa, qu'elle appelle. Elle n'a pas du tout la même voix que d'habitude. »« Écoute, ça suffit maintenant. Il est 3 heures du matin. Va dormir et laisse-moi dormir aussi. Nous verrons bien demain. » Je m'étais recouchée, incapable de désobéir à mon père. Très vite, je me suis rendu compte que j'étais tout aussi incapable de me rendormir, même en tentant de me boucher les oreilles, la tête coincée sous l'oreiller. Alors j'ai pris une décision qui m'en a coûté du haut de mes 11 ans. Je me suis habillée à la hâte, façon Michelin, me contentant de passer un gros pull et un pantalon par-dessus mon pyjama, me suis faufilée à pas de sioux vers le rez-de-chaussée. J'ai ouvert la lourde porte à glissière qui donnait sur la véranda, puis j'ai déverrouillé la porte, le cœur battant et les genoux flageolants, à l'idée de me retrouver seule dans la nuit noire, munie pour seule arme d'une lampe torche. Une fois dehors, j'ai pris mes jambes à mon cou pour rejoindre en vitesse la bergerie, où j'ai compris la détresse de la maman. Son agneau avait réussi à quitter l'enclos par un minuscule passage entre les lattes de bois, mais était incapable de retourner ensuite se réchauffer auprès de sa mère. J'ai pris la petite bouclette gelée dans mes bras, l'ai tenue quelques secondes contre mon pull et me suis hâtée de la rendre à sa mère,
dont les bêlements exprimaient clairement un mélange de joie et de reconnaissance incrédule. Pour avoir retrouvé un jour, à l'extérieur de la bergerie, un agneau mort noyé dans une bassine basse, l'un des jumeaux nés la veille, un choix de la mère probablement qui, d'instinct, avait choisi de nourrir et protéger que le plus solide de ses rejetons, m'avait dit mon père. Je savais pertinemment que les moins 15 degrés auraient vite eu raison du petit agneau non protégé par la laine de sa mère. Donc je sais depuis l'enfance que les animaux parlent, que c'est nous qui ne les comprenons pas. Et j'ai continué à consommer de la viande et des produits d'origine animale ou bourrés d'huile de palme. Par facilité, par habitude, parce que c'est la vie. Maintenant j'ai honte. Honte de participer à ces génocides de masse sans réagir. Les hommes décident d'exterminer les espèces animales les unes après les autres, au prétexte de leur supériorité, alors qu'en réalité ce sont les animaux qui leur sont supérieurs à bien des égards. Alors pourquoi le règne animal ne se débarrasse-t-il pas de notre espèce dépravée? Parce que l'homme est plus fort? Non. Parce qu'ils sont pacifiques et vivent en harmonie avec la nature. De toutes les espèces vivantes sur Terre, mes congénères sont les seuls à ne pas tous vivre en harmonie avec la nature. Congénères, cons surtout. Quant aux génères, pas toujours joli ce que l'homme génère, loin s'en faut. Ces pensées ravivent un autre souvenir dans l'esprit de Lynn. Daphné avait accepté de l'accompagner à Hyrolakis. Au retour, elle s'était engouffrée dans le tram à la suite d'un jeune qui s'était installé à la 2e place de la rangée. Dès qu'il avait vu toutefois qu'elles étaient ensemble, il s'était glissé à la 3e place pour permettre à la jeune fille de s'asseoir à côté de sa mère. 2 arrêts plus loin, alors qu'un vieux monsieur s'était approché d'elle, Daphné s'était spontanément levée pour lui céder sa place. Le vieux avait marmonné « c'est le monde à l'envers » avant de se pencher vers Lynn pour ajouter « il fait semblant de ne pas me voir », désignant son jeune voisin. Après une fraction de seconde nécessaire pour comprendre qu'il voulait dire par là que c'était au jeune homme de se lever, pas à une jeune fille, Lynn avait pris la défense du jeune, racontant au vieux monsieur le geste de l'adolescent quand elle s'était montée dans le tram. « Il est gentil, lui avait-elle dit. Il ne vous entend probablement pas avec ses écouteurs. » Il n'y a pas d'homme bon ou mauvais. Tous les hommes naissent bons. Ce sont ces appareils qui perdront les hommes. Vous connaissez Jean-Jacques Rousseau? Je n'ai pas eu le privilège de le rencontrer personnellement, avait dit Lynn qui, ne pouvant s'empêcher de penser « il me prend pour l'un des derniers dinosaures en circulation, le papy », avait eu envie de lui dire « ce sont mes cheveux gris qui me vieillissent ». Mais l'homme ne rigolait pas visiblement. Il avait poursuivi. C'est un philosophe qui a dit « tout ce qui naît de la main de Dieu est bon, tout ce qui naît de la nature est bon, tout ce qui naît de la main de l'homme dégénère. Et pour revenir aux appareils, ils seront la perte de l'homme. Regardez comme maintenant. Je serais assis à côté de mon amoureuse, je ne le verrais même pas si j'étais plongé comme tout le monde dans un téléphone. » Lynn avait tiqué. « Je rêve ou il me drague l'octogénaire ?» mais avait répondu néanmoins fort aimablement. « Oui, les humains sont devenus individualistes, mais il y a de plus en plus de gens qui pensent comme vous. Il y a une évolution. » « Oh, moi, je suis de la génération qui a dégénéré, » avait-il conclu, désabusé. Lynn chasse le souvenir pour revenir à sa discussion avec l'orang-outan. Comment se fait-il que les gens soient amorphes? Des experts tirent la sonnette d'alarme. Les abeilles meurent en masse. Lorsqu'il n'y aura plus d'abeilles, ce sera la fin de l'homme sur la terre. Et personne ne bouge. Oh, wake up! Es-tu sûr que tous les hommes soient amorphes? Es-tu bien certaine que personne ne bouge? N'aurais-tu pas le nez dans le guidon? Et la corniche, remember? Tu as raison.
Un nombre impressionnant de personnes se mobilisent pour la préservation de la nature. Et l'antispécisme, ça ne te dit rien? Dit l'hominidé. De plus en plus de personnes prônent l'égalité entre les espèces. Je suis convaincu que l'humain est bon par définition. Ça y est, pour un peu, l'anthropomorphe va me sortir un dictionnaire pour vérifier l'étymologie d'humanité, pense Lynn amusée. Reprenant son sérieux, elle ajoute « Au fond, tu as raison. Peut-être faut-il suivre l'exemple de la maman orang-outan qui n'enseigne rien en apparence à son petit. Peut-être lui parle-t-elle non pas avec la bouche, les cordes vocales ou les gestes, mais qu'elle lui parle de cœur à cœur. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu feras le bon choix. » Poil au doigt.